J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la Méditerranée, l'Algérie traverse une énième tempête médiatique. Ce qui est déjà perturbant en soi devient encore plus opaque sous l'effet d'un brouillard bien épais de désinformation, de manipulation calculée le tout, dans un environnement où les médias libres et impartiaux semblent appartenir à un lointain souvenir ou à un conte oublié. On pourrait croire à un mauvais rêve, mais non, les rares îlots d'informations libres ont soit sombré dans l'oubli, soit sont en train de se dissoudre discrètement comme du sucre dans un café trop amer. Dans ce désert médiatique, une nouvelle secousse vient de faire trembler les esprits, l'arrestation à Paris d'un certain Mahdi Razar, un nom qui depuis peu affole les fils d'actualité algériens. Mais qui est donc ce personnage, un homme d'affaires à ses heures, mais surtout figure récurrente de l'écran d'AL24 News, la fameuse chaîne publique algérienne qui depuis 2021 prétend couvrir le monde tout en jouant au mégaphone officiel du régime. Ce média censé informer semble surtout s'illustrer dans l'art très particulier de l'insulte diplomatique, de la diffamation internationale et du lynchage verbal d'opposants exilés. De la pluralité d'opinion, pas vraiment. AL24, c'est un peu comme un haut-parleur coincé sur mode attaque. AL24 News, ce projet pharaonique qui a englouti des dizaines de millions d'euros de l'argent public algérien, devait rayonner à l'international. Résultat, une lanterne sans lumière. Malgré les sommes astronomiques investies, la chaîne n'a jamais percé ni en crédibilité ni en notoriété. Dans le monde des médias sérieux, elle reste un fantôme jamais reconnu, jamais prise au sérieux et encore moins citée comme référence. Une chaîne influente, même pas dans ses propres couloirs. Quant à Mahdi Razar, inutile de le confondre avec un professionnel de l'info, il n'a jamais été journaliste et n'a pas non plus l'étoffe d'un éditorialiste. Car un éditorialiste, ce n'est pas juste une personne qui parle bien sur un plateau. C'est un analyste aguerri, un connaisseur du terrain, un fin stratège de l'actualité, avec des dossiers solides, des sources fiables et une capacité à décortiquer les enjeux avec rigueur. Razar lui commente, il donne son avis. Bref, c'est un chroniqueur, pas plus. Qu'on ne s'y trompe pas, Mahdi Razar n'a jamais mis un pied dans une rédaction en tant que journaliste, alors endosser le rôle d'éditorialiste relève presque de l'usurpation. Un éditorialiste, un vrai, c'est un pro de l'info formé rodé, qui jongle avec les sources, décode les enjeux et sait ou frapper avec précision dans l'actualité. C'est une tête bien faite avec un carnet d'adresses solide et des années d'expérience à décrypter le monde. Razar, lui, se contente de donner son opinion en plateau façon café du commerce, en s'appuyant vaguement sur ses idées personnelles ou son vécu. C'est un commentateur d'ambiance, pas un analyste. Bref, un chroniqueur, et encore. Mais attention, notre homme ne s'est pas contenté de parler devant les caméras. Il a aussi trempé dans la marmite politique. Figurez-vous qu'il a été le chef d'orchestre de la campagne d'Abdelmadjid Tebboune en Île-de-France lors de la tentative éclair de lancement d'un second mandat entre août et septembre 2024. Réunion, meeting, opération de terrain dans Paris et sa périphérie. C'est lui qui menait la danse pour Tebboune sur le sol français. Un organisateur zélé infatigable au service du candidat du pouvoir. Donc voilà, l'info est tombée, Mahdi Razar a été interpellé par la police française le 9 décembre 2025. Et à peine 24 heures plus tard, le 10 au matin, il retrouvait déjà l'air libre. Une garde à vue express qui soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Ce sont ses propres déclarations relayées illico presto par l'APS, l'agence de presse officielle du régime algérien, qui ont permis de reconstituer cette chronologie. Une source, disons, très bien alignée. Selon les premiers éléments rapportés, l'arrestation aurait eu lieu non loin de son domicile parisien ce mardi-là. Et ce mercredi matin, clap de fin libéré. Entre les deux, un message clair de la part des autorités françaises. Monsieur Razar est fiché S et figure également dans le registre des personnes à surveiller de près. En clair, il est dans les radars. L'APS, dans sa grande mission d'éducation sécuritaire, s'est senti obligé de faire un petit cours accéléré sur ce fameux fichier S. Et oui, parce que pour la majorité des Algériens, cette notion semble sortie d'un polar français incompris. Sauf bien sûr pour ceux qui vivent en hexagone ou qui jonglent entre deux passeports, eux, ils savent très bien ce que ça implique.
L'agence a donc tenu à préciser que ce genre de fichier n'est pas destiné aux citoyens lambda. Non, non. Il s'agit d'un dispositif d'exception réservé aux profils jugés potentiellement dangereux pour la sécurité publique. En gros, si votre nom y figure, c'est que l'État français vous garde à l'œil de très près. Et voilà que l'APS, fidèle porte-voix du récit officiel, en rajoute une couche selon leur dire. Cela faisait des mois que Mahdi Razar se faisait systématiquement bloquer à chaque passage aux aéroports parisiens. À chaque aller-retour, même scénario, contrôle, suspicion et ambiance glaciale. Une atmosphère digne d'un thriller, mais sans explication. Pour Razar, c'est clair, tout ça, c'est juste une campagne d'intimidation. C'est ce qu'il a confié à l'APS, avec l'indignation soigneusement dosée qu'on lui connaît. Et le comble, malgré le départ de Bruno Retailleau de ses fonctions, rien n'aurait bougé d'1 millimètre. Les pratiques hostiles, selon ses mots, seraient toujours profondément enracinées dans les rouages de la République française. Razar, arrêté mardi, a finalement été libéré le mercredi matin. Il a lui-même raconté à AL24 News qu'il avait été gardé plusieurs heures par la police avant de regagner sa liberté. Une mésaventure qui visiblement alimente un récit bien huilé. Au final, on nage en pleine confusion. L'information est lancée en vrac, comme une rumeur mal ficelée. Il aurait été arrêté mardi, libéré mercredi. Et hop, tout de suite, on sort les grands mots affaires politiques. C'est ça la magie de la désinformation à l'ancienne. Au lieu de répondre à la question que tout le monde se pose, pourquoi a-t-il été arrêté, on nous sert une énigme. À la place du motif, on brandit une étiquette fichier S, fichier des personnes recherchées, comme s'il s'agissait d'un gage de drame national. Et là, c'est le grand numéro, on secoue l'opinion publique, on la bouscule, on l'hypnotise presque. Les Algériennes, les Algériens, on les bombarde avec du fichier S comme si c'était un mot magique. Et pour donner du corps à tout ça, on ramène Bruno Retailleau dans l'histoire sans vraiment expliquer pourquoi. Encore un coup de projecteur bien placé pour politiser l'affaire, comme si elle ne tenait pas déjà debout toute seule. On agite les grands mots, on dénonce avec emphase de soi-disant pratiques ancrées, de vieilles méthodes bien implantées. Mais au fond, quel est le lien réel entre Bruno Retailleau et l'interpellation de Mahdi Razar à Paris Mystère Total? Pourtant, on insiste, ces méthodes, ces pratiques, seraient enracinées dans les entrailles mêmes de la République française. Un raccourci un peu trop commode, non? Et comme par enchantement, la dépêche de l'APS boucle son récit en évoquant les supposés tracas de Razar dans les aéroports parisiens. Retard, contrôles, ambiance pesante. Tout est réuni pour peindre le tableau d'un homme traqué, harcelé, pris pour cible. Ce qu'on essaye de nous vendre, c'est clair, une opération politique orchestrée contre un pauvre militant. Victimisation sur fond de géopolitique. On veut nous faire croire que Razar est une cible du système français, rien de moins. Une histoire cousue de fils rouges bien rouges. Ah, l'art de tordre l'information, façon pâte à modeler version algérienne. Les faits, ils disparaissent sous une avalanche d'interprétations politiques. On ne raconte plus ce qui s'est passé, on le réinvente à travers une loupe idéologique. On colore la réalité de discours partisans, on rajoute une pincée de conspiration et hop, on termine par faire passer Mahdi Razar, proche du cercle Tebboune, bien connecté aux sphères du pouvoir pour un martyr victime innocente d'un complot bien ficelé. Selon cette logique, il n'a pas été arrêté pour ce qu'il aurait fait, mais pour ce qu'il représente. Mais un rappel s'impose, histoire de redescendre sur terre en France. La police ne peut pas cueillir quelqu'un au hasard juste parce qu'il dérange. La loi française encadre strictement les arrestations et ce qu'on soit citoyen ou étranger. 3 cas de figure seulement permettent aux forces de l'ordre d'intervenir, un contrôle d'identité, une infraction constatée sur le fait ou un mandat délivré par un juge pour interpellation dans le cadre d'une enquête judiciaire. En dehors de ces 3 conditions, aucune arrestation n'est possible. Alors oui, la France n'est pas exempte de critiques, mais l'arbitraire ici ne passe pas aussi facilement qu'on voudrait le faire croire. Ce qui est certain, c'est que d'après ses propres confidences à l'APS, Mahdi Razar n'a pas été interpellé en pleine rue, ni à l'aéroport, ni dans un métro bondé. Non, il dit avoir été arrêté tout près de chez lui, ce qui déjà élimine l'idée d'un simple contrôle de routine. Et sauf s'il s'était battu avec son voisin pour une place de parking,
l'option du flagrant délit semble tout aussi improbable. Mais ce qui intrigue surtout, c'est ce flou volontaire, aucune explication, aucun détail sur la raison réelle de son arrestation. Silence radio. Alors, en attendant d'accéder à des sources plus solides, on se base sur un raisonnement simple, presque mathématique. Si la police est venue le cueillir au pied de son immeuble, ce n'est pas par hasard. Cela signifie que des instructions précises ont été données, qu'une décision a été prise et que des agents ont été envoyés dans ce but précis. L'objectif ? L'emmener au commissariat où il a passé près de 24 heures en garde à vue. Chronologie vérifiée, interpellé mardi, relâché mercredi matin. Et là, ce n'est plus de la spéculation, c'est de la procédure. Ce n'est ni un complot, ni une opération secrète, c'est tout simplement la routine judiciaire. Lorsqu'une personne est visée par une enquête en bonne et due forme, il arrive qu'un juge ou la police convoque cette personne pour une audition. Et si celle-ci joue à l'autruche, ignore les appels ou fait semblant de ne pas recevoir les courriers, eh bien, on passe à l'étape suivante. Les forces de l'ordre débarquent, sonnent à la porte et l'invitent gentiment ou fermement à les suivre. C'est ça le fonctionnement d'un état de droit, la loi s'applique à tous, même à ceux qui se prennent pour des intouchables. Et dans le cas de Mahdi Razar, une plainte aurait été déposée contre lui. Ce qui oblige les enquêteurs à agir, ils doivent poser des questions, entendre sa version. Et quand les convocations restent sans réponse, la procédure s'enclenche. On vient vous chercher, on vous conduit au poste, vous passez quelques heures en garde à vue, et si rien ne justifie une détention prolongée, on vous libère. Rien de plus classique. Mais présenté autrement, ça fait toujours plus de bruit. Voici le premier point à bien noter. Mahdi Razar n'a pas été interpellé pour ses apparitions télé sur AL24 News, ni pour avoir organisé des meetings en faveur de Tebboune en 2024. Non. Ce qui a motivé son arrestation, c'est une procédure judiciaire en bonne et due forme ouverte à son encontre. Un juge a bel et bien reçu une plainte, une PL, comme on dit dans le jargon, et a lancé une enquête. La police l'a convoqué, il n'a pas répondu. Résultat, les autorités ont agi. Et cette information, loin d'être une rumeur, a été confirmée par plusieurs sources françaises fiables. Donc non, ce n'est pas une opération politique, mais une affaire judiciaire, tout ce qu'il y a de plus classique. Deuxième précision essentielle, cette histoire de fiche S, un terme qui visiblement fait frissonner beaucoup d'Algériens, a été utilisé par Razar et l'APS comme un outil de dramatisation. Mais attention, en France, être inscrit au fichier S ne rime pas automatiquement avec arrestation. Ce sont deux réalités totalement distinctes et les mélanger relève plus de la manipulation que de l'analyse. Allez, on va remettre un peu d'ordre dans tout ça. Parlons de cette fameuse fiche S, terme mystérieux pour certains, fantasmes complotistes pour d'autres. En réalité, ce n'est qu'un petit rouage d'un gigantesque engrenage administratif français appelé FPR, le fichier des personnes recherchées. Un immense répertoire numérique qui regroupe plusieurs catégories bien distinctes, chacune avec son utilité précise. Par exemple, on y trouve la fiche E, dédiée aux étrangers surveillés ou recherchés pour avoir commis des infractions sur le territoire. Puis il y a la catégorie IT interdiction de territoire qui, comme son nom l'indique, concerne ceux à qui l'accès à la France est formellement interdit. Ce système très structuré n'est pas une invention récente, ni un outil de répression arbitraire. C'est une base de données organisée, divisée en sous-dossiers, qui permet à l'État français de suivre à la trace certains profils jugés sensibles. Et non, ce n'est pas réservé aux espions ou aux super-vilains. Plongeons maintenant dans les coulisses du fameux FPR, ce fichier des personnes recherchées où l'administration française classe ces personnages à surveiller, comme on trie des dossiers dans un immense classeur numérique. D'abord, la catégorie E, là, on y retrouve les étrangers qui doivent être étroitement suivis ou activement recherchés. Ensuite, la catégorie IT, pour interdiction du territoire, regroupe ceux qu'on ne peut pas laisser partir parce qu'ils sont empêtrés dans des affaires judiciaires en cours. La catégorie R, elle bloque le droit de résider en France, tandis que la catégorie TE interdit carrément l'entrée sur le territoire. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la catégorie A, réservée aux personnes considérées comme mentalement instables et potentiellement dangereuses pour l'ordre public. Elles sont fichées non pas pour être punies,
mais pour que les autorités sachent où elles sont au cas où les choses dégénèrent. Et la liste continue évadée de prisons mineures fugueurs. Tous ont leur place dans ce grand système de surveillance. Bref, une mécanique bien huilée, digne d'un feuilleton administratif, mais avec une rigueur toute républicaine. Et puis il y a la fameuse catégorie S. La S comme sûreté de l'État, un mot qui claque fort, mais qui en réalité couvre un champ bien plus vaste que ce qu'on imagine. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, cette fiche regroupe les individus que les services de police françaises considèrent comme susceptibles, attention, on parle bien de potentiel, pas de certitude, de représenter un danger pour la sécurité nationale ou pour l'ordre public. Généralement, on y trouve des profils liés à des formes d'extrémisme violent du terrorisme, mais pas uniquement. Et c'est là que le malentendu commence à être fiché S ne veut pas dire qu'on est un terroriste. Loin de là. Ce fichier est avant tout un outil de surveillance préventive, pas une sentence. Un signalement, pas une condamnation. Je vais clarifier les choses parce que là, on nage en plein flou, voire carrément dans la manipulation. La fameuse fiche S, dont on parle comme d'un sceau de l'infamie, n'est en réalité qu'une sous-catégorie du FPR, le fichier des personnes recherchées. Et attention, toutes les personnes inscrites dans cette base de données ne sont pas forcément activement recherchées par la police. C'est là que réside le grand malentendu. Certaines fiches concernent des individus à arrêter immédiatement. D'autres, comme la fiche S, sont simplement des outils de surveillance. On garde un œil, on suit discrètement, mais on n'agit pas tant qu'il n'y a pas de raison légale. C'est un marqueur préventif, pas une condamnation ni un mandat. Et il faut le savoir, en France, ils sont des milliers à être dans ce cas. Pourquoi? Parce qu'ils font l'objet d'une enquête ou qu'ils présentent un profil jugé intéressant par les services de renseignement. C'est tout. Pas de menottes, pas de cellules, juste un système qui dit « on te regarde ». Petit rappel utile surtout pour ceux qui pensent que la fiche S ne concerne que les barbus armés jusqu'aux dents. En vérité, la majorité écrasante de ces fameuses fiches, environ 70%, sont rédigées non pas par la police municipale du coin, mais par les services de renseignement français eux-mêmes. Plus précisément, la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, l'équivalent français de ce que l'Algérie appelle aussi la DGSI, histoire de ne pas trop compliquer les sigles. Et contrairement à ce que certains laissent entendre avec un ton dramatique, la fiche S ne rime pas exclusivement avec terrorisme islamiste. Oh que non! En réalité, il existe une quinzaine de sous-catégories différentes, parfois même jusqu'à 16, selon les classifications internes. Autrement dit, tous les profils qui éveillent un tant soit peu l'intérêt de l'État français peuvent potentiellement y figurer. Ce n'est pas une étiquette unique, mais une palette bien large. Alors oui, vous pensiez que la fiche S ne concernait que les terroristes? Détrompez-vous. C'est un véritable catalogue de profils à surveiller et il y en a pour tous les goûts. Voici un petit aperçu de ce casting très spécial, S1, les suspects de terrorisme islamiste, le grand classique. S2, les fanatiques de l'ultra-droite, les extrémistes identitaires façon néo-nazi, version 2.0. S3, les anarchistes radicaux, ceux qui veulent brûler le système, parfois littéralement. S4, attention, catégorie musclée, les hooligans, ces supporters de foot, pas là pour le sport, mais pour casser du mobilier urbain. S5, les indépendantistes et les séparatistes. Corse, Nouvelle-Calédonie, Pays Basque. Dès que quelqu'un rêve de couper le cordon avec Paris, il atterrit là. S14, les voyageurs jugés à risque, ceux qui reviennent de zones sensibles comme la Syrie, l'Irak ou l'Afghanistan. Même avec un passeport français, tu es surveillé. S15, les figures de l'ultra-gauche ou des mouvements de contestation radicale du type Black Blocs, Gilets jaunes, sous stéroïdes et autres perturbateurs des manifs. Et pour finir, cerise sur le gâteau, une catégorie à part réservée aux agents d'influence des puissances étrangères. Oui, vous avez bien entendu. Quand on commence à chuchoter à l'oreille d'un régime étranger, les services français prennent des notes. Alors pourquoi Mahdi Razar est-il fiché S? Pas besoin d'aller chercher midi à 14h, il est tout simplement répertorié dans le cadre d'une surveillance ciblée par les services de renseignement français. Pas parce qu'il crie dans un mégaphone, mais parce qu'il entretiendrait des liens, disons, particulièrement chaleureux avec une puissance étrangère.
Que ce soit via des contacts directs avec des responsables politiques dans des relais d'influence ou carrément des services étatiques étrangers, ça suffit à vous faire atterrir dans ce club discret mais bien observé. Et pour remettre les pendules à l'heure, on parle ici d'un fichier qui compte en France entre 25 000 et 30 000 personnes. Parmi elles, environ 8 000 à 10 000 le sont pour des cas liés à la radicalisation islamiste. Le reste, ce sont des profils variés, activistes, d'extrême gauche, figures d'extrême droite, anarchistes convaincus, ou comme dans le cas de notre cher Razar, influenceur proche d'un régime étranger. Et le plus drôle, c'est qu'il ne s'en cache même pas. Il se revendique lui-même comme une courroie de transmission du pouvoir algérien. Autant dire qu'il a tendu lui-même la perche. Mais avant de plonger dans ce point bien croustillant que je vais décortiquer pour vous mettons une chose au clair, être fiché S en France, ce n'est pas synonyme de menottes ni de cellules. Non, non. Contrairement à ce que certains veulent se faire croire, une fiche S n'est pas un mandat d'arrêt. Ce n'est même pas une autorisation d'interpellation. C'est un drapeau rouge dans une base de données, un petit rappel pour dire « gardez un œil sur cette personne ». Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, si la personne franchit un aéroport, elle sera repérée. La police aux frontières note son entrée, sa sortie, son itinéraire s'il le faut, mais sans forcément lui barrer la route. C'est du contrôle passif de l'observation discrète. Surveillance renforcée? Oui. Arrestation automatique? Non. Avoir une fiche S, ce n'est pas comme déclencher une alarme incendie, personne ne débarque en courant avec les menottes. Il n'y a pas d'arrestation au moment où l'étiquette S s'active. Par contre, ce que cela implique, c'est qu'on peut très bien vous mettre sur écoute. Vos appels, vos messages, vos emails, bref, tout ce qui transite par un câble ou une onde peut être discrètement capté. Mais attention, soyons clairs, une fiche S n'est pas un ticket pour la prison. Ce n'est pas une condamnation, ni un jugement, ni même l'ouverture d'une enquête judiciaire. C'est juste un signal pour les services de renseignement. Surveiller ce profil, il pourrait poser problème. Pas besoin de preuves, pas besoin d'infraction. Juste une suspicion. C'est de la prévention pure du flicage à distance. Et surtout, ce n'est pas parce qu'on est fiché qu'on est coupable. Beaucoup de fichés S n'ont jamais vu l'ombre d'un tribunal. La surveillance, oui. L'arrestation automatique, non. Être fiché S n'ouvre pas automatiquement les portes d'une cellule. Pour que les menottes soient de sortie, il faut un vrai dossier derrière une enquête judiciaire en cours, une plainte en bonne et due forme ou un flagrant délit. Voilà pourquoi, dans le cas de Mahdi Razar, son arrestation n'a strictement aucun lien avec cette fameuse fiche S. Ce n'est pas sa présence dans une base de données qui a motivé son interpellation, mais bel et bien des procédures judiciaires lancées à son encontre, avec à la clé des accusations bien concrètes. Et maintenant, passons à ce qu'on pourrait appeler la tentative de diversion. Deuxième point, pourquoi certains cherchent-ils à transformer Razar en martyr du système 7 ans de confiance, répètent-ils fièrement. On le fiche S, il crie au scandale, dénonce des méthodes soi-disant rétrogrades sorties tout droit de l'époque Bruno Retailleau. Encore une fois, c'est de l'intox. D'ailleurs, ironie du sort, c'est précisément sous l'ère Retailleau qu'il a été convoqué, le 24 janvier 2025. C'est nous qui l'avons révélé dans notre émission sur Algérie Part. Allez vérifier, tout y est. Ah, mais ce n'est pas tout. En janvier 2025, bien avant toute agitation médiatique, qui retrouve-t-on discrètement aux portes du ministère de l'Intérieur, M. Razar lui-même, qui selon ses propres démarches, cherchait à décrocher une entrevue avec le bras droit de Bruno Retailleau. Son objectif, ni plus ni moins que de transmettre des informations et négocier au nom des autorités algériennes une issue diplomatique au très sensible dossier Bam Sensal. Rien que ça, et ce n'est pas un cas isolé. Mahdi Razar, c'est aussi ce monsieur très occupé qui adore jouer les intermédiaires entre les entreprises françaises et Alger. Tenez, exemple concret, en juin 2025, oui, pas octobre, il faut suivre, le géant maritime CMA-CGM se rend en Algérie et qui s'occupe de faciliter l'introduction du PDG du groupe auprès des hautes sphères du pouvoir algérien jusqu'à le faire recevoir par le président Tebboune lui-même. Devinez, encore Razar. Diplomatie parallèle ou lobbying improvisé, à vous d'en juger. En somme, Mahdi Razar ne se cache même plus.
Il se présente ouvertement comme la courroie de transmission du régime algérien. Sans embâche, il se proclame représentant officieux, mais actif d'Alger sur le sol français. Dans les salons parisiens, il navigue entre ambassades, cabinets d'affaires et entreprises en difficulté, jouant les médiateurs improvisés avec les institutions françaises, surtout quand il s'agit de se embourber dans les tensions diplomatiques entre Paris et Alger. Et pour ceux qui doutaient, encore éclaircissons un peu depuis la rupture diplomatique fracassante de juillet 2024, notre cher Mahdi s'est tout bonnement autopromu agent d'influence, oui c'est lui qui le dit. Il revendique fièrement ses liens directs avec le haut du panier algérien. Il parle pour le fils du général Tchengriha, pour celui du président Tebboune pour Kamel Sidi Saïd, et pour tout ce petit monde qui gravite autour du pouvoir. Bref, il ne s'en cache pas, au contraire il en fait même sa carte de visite. Et maintenant que découvre-t-on que notre cher Mahdi tombe des nues, il s'étonne, s'indigne presque qu'on l'ait fiché. Quelle surprise, vraiment. Mais enfin, mon vieux, tu joues dans une partie d'échecs diplomatiques entre Paris et Alger, où les coups bas, les manipulations, les opérations d'infiltration ne manquent pas. Des services algériens qui opèrent discrètement ou pas tant que ça sur le territoire français, des opposants molestés, menacés, intimidés. Et toi, tu t'étonnes encore qu'on te garde à l'œil, allons un peu de sérieux. Et faut-il rappeler que ce même Razard, dans de charmants petits bistrots parisiens, organisait des dînettes politiques. Il réunissait des influenceurs algériens comme on recrute des figurants pour un casting, tout ça, pour gonfler la campagne de soutien au second mandat de Tebboune. Et quand la tension entre les deux pays a éclaté, qui donc s'est empressé de rameuter ses troupes pour mener la contre-offensive numérique Mahdi encore lui. Et le discours était clair, il fallait livrer bataille contre les Harkis 2.0 et revêtir l'uniforme des Moudjahidines 2.0. Grandiose. Alors oui, c'est bien lui, Mahdi Razard, le grand chef d'orchestre de cette fameuse saga des influenceurs algériens, ceux-là même qui ont fini dans les filets de la justice française pour avoir appelé à la haine, attisé les tensions, incité à des débordements et menacé la paix publique sur le territoire tricolore. Une opération de communication virale, mais version désinformation. Et quand on voit le rôle central qu'il joue dans ce genre d'affaires, comment s'étonner que les autorités françaises le classent parmi les agents d'influence d'un régime étranger? Il vit en France, mais il n'a jamais obtenu la nationalité. D'ailleurs, il l'a demandé et s'est vu opposer une fin de non-recevoir. Plus récemment, il a refait surface à Paris, selon nos sources, pour une raison des plus nobles, soigner une entorse au pied. Oui, vous avez bien entendu. Et pourquoi venir jusqu'en France? Parce qu'évidemment, le système de santé algérien, fait fuir. Voilà comment on finit par retomber sur les rails français, histoire de profiter d'un système de soins à la hauteur quand le vôtre est en chute libre. Et voilà notre cher Mahdi Razard, micro en main, sur les plateaux d'AL24 News, déversant sans relâche son venin contre la classe politique française. Ce n'est plus de la critique, non. C'est une véritable opération de démolition en directe insulte, à la chaîne diffamation, assumée attaque personnelle. Bref, un festival de propos qu'aucun code déontologique du journalisme ne reconnaîtrait. Oubliez l'analyse, l'investigation ou même l'équilibre, ici c'est le règne de l'invective brute. Et pourtant certains font semblant de tomber des nues. Ah bon, il est surveillé, ah bon, on le contrôle à la frontière. Mais enfin, soyons sérieux. Quand tu passes tes journées à défendre les intérêts d'un président étranger, en l'occurrence Abdelmadjid Tebboune, en conflit ouvert avec Paris que tu viens jouer les messagers entre le régime algérien et les institutions françaises, il ne faut pas s'étonner si les services hexagonaux te gardent à l'œil. C'est même étonnant qu'on ne l'ait pas encore accueilli avec un comité d'observation à chaque atterrissage à Roissy. S'il s'est retrouvé dans le fichier S, ce n'est pas pour décorer une étagère. Non, il a été fiché parce qu'il faisait l'objet d'une surveillance active. Mais ce n'est pas ça qui l'a conduit au poste. Ce qui l'a réellement mené en garde à vue, ce sont des plaintes déposées à son encontre. Et quand il y a plainte, la machine judiciaire se met en route interrogatoire, garde à vue, puis libération. Rien d'anormal.
La procédure a suivi son cours dans le cadre légal puisque la loi française autorise une garde à vue de 24 heures dans ce genre de situation. Maintenant, retournons le scénario. Imaginez un citoyen français débarquant en Algérie se présentant fièrement comme un intermédiaire officiel de l'Élysée, un porte-voix assumé des intérêts de l'État français à Alger. Vous pensez qu'il aurait été accueilli avec du thé à la menthe? Soyons sérieux. Dans le meilleur des cas, il finissait dans une cellule. Dans le pire, il devenait monnaie d'échange dans un bras de fer diplomatique. La notion d'otage, ça vous parle? La vraie nuance, celle qui fait toute la différence, c'est justement ce qui s'est passé après l'arrestation. Prenez Mahdi Razar, il a été entendu relâché, informé de son inscription au fichier S, et surtout ses droits ont été pleinement respectés. Il a eu droit à un traitement légal transparent, sans détour. Un petit passage au poste, puis retour à la liberté. Liberté encadrée certes, mais liberté quand même. Comparez ça à l'expérience de Boualem Sansal ou Christophe Glaes. Eux, ils ont eu droit à la version Made in Algeria. Arrêté d'abord et ensuite seulement, on invente un dossier pour justifier l'emprisonnement. Du sur-mesure kafkaïen. En France, ce genre de gymnastique juridique ne passe pas. Il faut un motif sérieux pour priver quelqu'un de liberté. On ne bricole pas une affaire après coup pour remplir les cellules. C'est ça la grosse différence. En Hexagone, les règles sont claires, on ne te met pas les menottes juste parce que quelqu'un t'a dans le viseur. Il faut du concret. Une plainte officielle, une procédure judiciaire lancée à un juge qui donne son feu vert via un mandat d'amener de recherche ou carrément un mandat d'arrêt. Bref, il faut un dossier solide, pas un simple coup de fil entre deux cafés pour ordonner une arrestation improvisée. Ici, le scénario inverse n'existe pas, on ne t'embarque pas d'abord pour ensuite bricoler une histoire autour. Ce genre de montage, c'est bon pour les régimes où la loi s'adapte aux humeurs. En France, c'est l'affaire qui précède l'arrestation, pas l'inverse. Et ça change tout. Voilà justement ce qui sépare un système démocratique d'un régime autoritaire, l'existence de règles même imparfaites. Bien sûr, la France ne prétend pas à la perfection, loin s'en faut. Les couacs sont nombreux, les critiques justifiées, mais on reste à des années-lumière des méthodes arbitraires. Et dans le cas de Mahdi Razar, ce n'est en aucun cas un dossier teinté de politique. Non, malgré ce que certains voudraient faire croire en haut lieu à Alger. Le coup classique, on prend une procédure judiciaire banale, on lui colle une étiquette « complot politique » pour faire monter la sauce, détourner l'attention et alimenter la tempête diplomatique entre l'Algérie et la France. C'est une stratégie aussi vieille que le monde, mais toujours aussi malhonnête.